Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient. Oui. Et qu'il revient ce matin même. Ce matin même. Dans la disposition de me marier. Oui. Avec une fille du seigneur Géronte. Du seigneur Géronte. Et cette fille, dis-tu, est mandée de ta rente pour cela. Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle? De votre oncle. À qui mon père les a mandées par une lettre? Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires. Toutes nos affaires. Oh, mais parle si tu veux, mais fais point de la sorte arracher les mots de la bouche. Ah, mais déjà parlé davantage, vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Mais conseille-moi, dis-moi, et dis-moi comment me tirer d'une telle conjecture. Ah, ma foi, je voudrais bien qu'on... Je suis attristé par ce maudit retour. Oh, je ne suis pas moins. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Ah, les réprimandes ne sont rien, et plutôt ciel que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien la mine pour moi de payer plus cher vos folies, et je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Mon ciel, par où sortir de l'embarras où je me trouve? Mais c'est à quoi vous deviez songer avant de vous y jeter? Ah, mais tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Oh, vous me faites bien plus mourir avec vos actions étourdies. Mais que dois-je faire? Quelle solution prendre? À quel remède requérir? Qu'est-ce, Seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Oh, quel désempressement! Je vous vois tout troublé. Ah, mon pauvre Scapin, je suis perdu, je suis désespéré. Je suis le plus anéanti de tous les hommes. Comment? N'as-tu rien appris de ceux qui me regardent? Non. Mon père revient avec le seigneur Géronte, et ils me veulent marier. Eh bien, y a-t-il là de si funeste? Hélas, je ne sais pas la source de mon inquiétude. Non? Eh, il ne tiendra qu'à vous que je la sache bientôt. Et, ma foi, je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je me trouve, oh, je crois être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire, sans vanité, qu'on la guerre d'homme qui fut le plus habile ouvrier de ressources et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais le mérite est trop maltraité aujourd'hui et je renonçais à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapin? Oui, une affaire où je me brouillais avec la justice. La justice? Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice. Oui! Et l'on nous a pas mal avec moi. Et je prie de quelle sorte contre la grâce du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Basta, ne laissez pas me conter votre aventure. Hein. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que mon père et le seigneur Géronte s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde un certain commerce où leurs intérêts sont mêlés. Je sais cela. Et que nous fûmes laissés par nos pères, moi sous la conduite de Sylvestre et Léandre sous ta direction. Je ne suis pas bien accusé de ma part. Et peu de temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne dont il tomba amoureux. Je sais cela encore. Oui. Bon, alors comme nous sommes grands amis, Léandre me fit aussitôt confidence de son amour et m'emmena voir cette jeune fille, que je trouvais belle, à la vérité, mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Oh, basta! Oui, mais il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment ses beautés, ses charmes, me louait son esprit, me parlait avec transport du charme de son entretien, qui me rapportait jusqu'aux moindres paroles, dont il s'efforçait à chaque fois de me faire trouver les plus spirituelles du monde. Et il me querellait, quelquefois, de ne pas être assez prompt aux choses qu'il me venait dire, et me blâmait sans cesse de l'indifférence où je me trouvais pour les feux de l'amour. Je ne vois pas encore où ceci veut aller. Eh bien, un jour que je l'accompagnais chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes, au détour d'une rue écartée, quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une dame nous dit en soupirant que nous pourrions voir là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères, et qu'à moins d'être insensibles, nous en serions touchés. Et où est-ce que cela nous mène? La curiosité me fit presser Léandre de savoir ce que c'était. Alors, nous entrons dans une grande salle, nous trouvons une mourante, et assistée d'une servante qui faisait quelques regrets, ainsi que d'une jeune fille, toute fondante en larmes, la plus belle et la plus touchante que l'on puisse jamais voir. Ah,
une autre parut effroyable en l'état qu'elle était, car elle n'avait pour habit qu'une méchante petite jupe, ainsi que des brassières de nuit, et une cornette jaune retroussée qui laissait tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules. Et pourtant, vêtue comme cela, elle brillait de 1000 attraits. Et ce n'était que charme et qu'agrément que toute sa personne. Je sens venir les choses. Scapin, si tu l'avais vue en l'état que je dis, tu l'aurais trouvé admirable. Oh, je n'en doute point. Et sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Ses larmes n'étaient point de ces larmes qui défigurent un visage. Elle avait à pleurer une grâce touchante et sa douleur était la plus belle du monde. Oui, je vois tout ça. Chacun avait les larmes aux yeux en la voyant se jeter sur le corps de cette pauvre mourante qu'elle appelait sa chère mère. Il n'est personne qui n'eût l'âme percée de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant. Et je vois bien que ce bon naturel-là vous l'a tout aimé, hein. Scapin! Un barbare l'aurait aimé! Assurément, le moyen de s'en empêcher. Mais oui. Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cet aimable affligé, nous sortîmes de là. Et demandant à Léandre ce qui lui semblait de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Je fus piqué de la froideur avec laquelle il m'en parlait, mais ne voulus point lui dévoiler les effets que ses beautés avaient fait sur mon âme. Ah, si vous n'abrégez ce récit, nous en voilà pour jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait souffrir qu'il n'aille consoler son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante, devenue gouvernante par le trépas de la mère. Voilà mon homme au désespoir. Il presse, supplie, conjure, point d'affaire. On dit que la jeune fille, bien que sans appui et sans argent, est d'une famille honnête, et qu'à moins que de l'épouser, on ne saurait souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par la difficulté. Il résonne dans sa tête, agite, passionne, raisonne, plante. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. J'entends. Mais avec cela, le retour imprévu du père, qu'on n'attendait que dans 2 mois. La découverte que l'oncle a fait du secret de notre mariage et de cet autre mariage qu'on veut faire de lui, avec la fille que le seigneur Jérôme a eu d'une seconde femme qu'il a épousée avant. Et par-dessus tout cela, ajoute l'indigence dans laquelle se trouve cette aimable personne et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Est-ce là tout? Oh, vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle. Ah, c'est bien là de quoi se tente à l'armée. Oh. N'as-tu pas de honte, toi, hein? Dis-moi. D'être si court à si peu de choses, te voilà grand et gros. Oui, comme père et mère. Et tu ne saurais trouver dans ta tête, forger dans ton esprit quelques ruses galantes, quelques honnêtes stratagèmes pour ajuster vos affaires, hein? Dis donc. Peste soit du butor. Je voudrais que l'on m'eût donné autrefois nos vieillards à duper. Je les aurais joués tous deux par-dessous la jambe. Et je n'étais pas plus grand que cela, que je me signalais déjà par 100 tours d'adresse jolie. J'avoue que le ciel ne m'a pas donné tous tes talents et que je n'ai pas l'esprit comme toi de me brouiller avec la justice. Voici mon aimable Hyacinthe. Non, c'est pas ça. Est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Nérine? Que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Oui, belle Hyacinthe, et cette nouvelle me donne une atteinte cruelle, mais que vois-je? Vous pleurez? Non, pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous? Dites-moi de quelque infidélité. Et n'êtes-vous pas assuré de tout l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez. Je ne le suis pas que vous m'aimez toujours. Peut-on vous aimer quand on nous aime toute sa vie? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre. Que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Belle Hyacinthe, mon cœur n'est donc point comme celui des autres hommes. Et je sais bien, au fond de moi, que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites, et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères. Mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Oui, vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non, belle Hyacinthe, il n'est point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Et je me résoudrai à quitter mon pays, et le jour même.
plutôt que vous quitter. J'ai déjà pris, sans l'avoir vu, une aversion effroyable pour celle que l'on me destine, et, sans vouloir être cruel, je voudrais que la mer l'écartât d'ici pour jamais. Ne pleurez donc point, bel Hyacinthe, car vos larmes tuent. Je ne puis les voir sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes larmes, et j'attendrai d'un œil constant ce qu'il plaira au ciel de résoudre demain. Le ciel nous sera favorable. Il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai, assurément. Je serai donc heureuse. Elle n'est pas tant sotte, ma foi, et je la trouve assez passable. Voilà un homme qui, s'il le voulait, pourrait nous être dans notre affaire d'un secours merveilleux. Non, j'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde. Mais si vous m'en priez bien fort, tous deux, peut-être... Oh, bah alors si le tien qu'à te prier bien fort, je te conjure de prendre la conduite de notre barque. Et vous, ne me dites-vous rien? Je vous conjure, à son exemple, et par tout ce qui vous est le plus cher au monde, de vouloir servir notre amour. Oh, il faut se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Allez, je veux m'employer pour vous. Oh là là, moi je... Allez-vous-en, vous. Et soyez-en repos. Et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. Je t'avoue que cet abord me fait quelque peu frémir, et j'ai une timidité maladive que je ne saurais vaincre. Il faut pourtant paraître ferme au premier choc, de peur que, sur votre faiblesse, il ne prenne le pied de vous mener comme un enfant. Tâchons de vous composer par étude un peu de hardiesse. Et songez à répondre comme il faut à tout ce qu'il vous dira. Alors, je ferai ce que je pourrai, hein. Oh là là. Ah oui. Bon, alors, répétons un peu pour voir, hein. Oui. Oui. Pour voir si vous ferez bien. Allez. La mine résolue. La tête haute. Le regard assuré. Comme cela? Encore un tout petit peu davantage. Ainsi. Bon. Alors, imaginez-vous que je suis votre père, Karim, et répondez-moi fermement, comme si c'était à lui-même. Comment, pendant, fripon, infâme, fils indigne d'un père comme moi, oses-tu bien apparaître devant mes yeux, coquin? Oses-tu bien apparaître devant mes yeux, après tes bons déportements, après le lâche tour que tu m'as fait durant mon absence? Mon absence, c'est bien là le fruit de mes soins, coquin. C'est bien là le fruit de mes soins. Le respect qui m'est dû, le respect que tu veux. Oh, mais allez donc. Oh, mais c'est... Comment? Tu as l'affront, Maro, de te marier sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin. Réponds-moi, coquin, réponds-moi. Voyons un peu tes bonnes paroles. Allez, vous devez les interdire. Mais c'est que je m'imagine que c'est mon père que j'entends. Mais justement, c'est pour cela qu'il vous paraissait comme un innocent. Je m'en vais prendre plus de résolution. Et je répondrai fermement. Assurément. Assurément. Voilà votre père qui revient. Ah ciel, je suis perdu. Mais revenez, je le vois l'enfuir. Quelle pauvre espèce d'homme. Bon, ne laissons pas d'attendre notre vieillard. Que lui dirais? Laisse-moi dire et ne fais que me suivre. N'a-t-on jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là? Il a déjà appris à faire et elle lui tient si fort en tête que lui-même il en parle haut. Voilà une témérité bien grande. Écoutons-le un peu pour voir. On va bien savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de me nier la chose? Non, nous n'y pensons pas.
ou s'ils entreprendront de l'excuser. Celui-là se pourra faire. Tous leurs discours seront inutiles. Peut-être. Ils ne m'en donneront point à garder. Sans doute, ils ne jureront de rien. Je saurai mettre mon pendard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Et quant à ce coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. Ça m'étonnerait si vous m'oubliez. Ah, vous voilà, sage gouverneur de famille, beau directeur de jeunes gens. Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Bonjour, Scapin. Vous avez suivi mes ordres vraiment d'une belle manière. Et mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Vous vous portez bien à ce que je vois, là. Ben, c'est bien. Tu me dis mot, coquin. Tu me dis mot. Votre voyage a-t-il été bon? Mon Dieu, fort bon, mais laisse-moi un peu quereller en repos. Vous voulez quereller, monsieur? Oui, je veux quereller. Mais qui? Mais ce marolin. Mais pourquoi? Mais quoi, tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? Ah oui, j'ai bien ouï parler de quelques petites choses. Comment quelques petites choses? Une action de cette nature? Ah, vous avez quelque raison. L'hardiesse, pareil à celle-là. C'est vrai. Enfin, un fils qui se marie sans le consentement de son père. Il y a quelque chose à dire là-dessus. Mais je serais d'avis, moi, que vous ne fissiez point de bruit. Chut. Eh bien, je ne suis pas de cet avis, moi, et je veux faire du bruit. Tout m'en souffle. Enfin quoi? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait. Et j'y ai d'abord été, moi, lorsque j'ai su la chose. Et je me suis intéressé pour vous jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu pour voir les belles réprimandes que je lui ai faites, hein. Et comme je l'ai chapitré sur le peu de respect qui gardait à un père dont il devait baiser les pas, on ne pourrait pas lui mieux parler quand ce serait vous-même. Mais quoi, je me suis rendu à la raison et j'ai considéré que dans le fond, il n'avait pas tant de tort qu'on pourrait croire. Bah, comme viens-tu compter là? Ah, il n'a pas tant de tort de s'être allé marier de but en blanc avec une inconnue. Non, mais je veux dire qu'il a été poussé par sa destinée. Ah, voici une raison, mais alors la plus belle du monde. Ah, on n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables. Tromper, voler, assassiner. Et dire pour excuse, mais qu'on y a été poussé par sa destinée. Non. Je veux dire qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engagé-t-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin notre Léandre, qui, malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pis encore que votre fils. Et je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune. Hein? Et si vous n'avez pas fait des fredaines comme les autres. J'ai ouï dire, moi, que vous avez été un matamor parmi les femmes. Que vous avez fait de votre galant auprès des plus galantes de ce temps-là. Et que vous n'en approchiez point, que vous ne poussassiez à bout. C'est vrai, j'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie. Et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Mais que voulez-vous qu'il fit? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien. Car il tient cela de vous, hein, d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante, lui conte des douceurs, lui rend visite, fait le passionné, elle se rend à sa poursuite, et
Et le voilà, surpris, avec elle, par ses parents, qui, la force à la main, le contraignent de l'épouser. La plus fou que voilà. Eussiez-vous voulu qu'il se pût laisser tuer? Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. Hein. Mais on ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui un peu pour voir, il vous dira pas le contraire. Hein. Commencez par force qu'il a été marié. Oui, monsieur. Mais non, enfin, voudrais-je vous mentir? Et il devait donc aller tout aussitôt protester de violence chez un notaire. Ah, mais c'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Mais cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Mais oui, Mais vous ne le romprez point. je ne le romprai point. Non. Quoi, je n'aurai pas pour moi les droits de père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils? C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera point d'accord. Non. Mon fils? Votre fils. Voulez-vous qu'il confesse qu'il ait été capable de crainte et que ce soit par force qu'on lui ait fait faire les choses? Oui. Il n'a garde d'aller avouer cela, c'est tort. Et il se montrait indigne d'un père comme vous. Mais je me moque de cela. Mais il faut pour son honneur et pour le vôtre qu'ils disent que c'est de bon gré qu'il l'a épousé, quoi. Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'ils disent le contraire. Il ne le fera pas. Ne le fera point. Ah, il ne le fera pas, vous dis-je. Mon fils? Votre fils, oui. Je lui forcerai bien. Il ne le fera pas. Il le fera. Ou je le déshériterai. Vous? Moi? Bon. Comment bon? Mais vous ne le déshériterez point. Je ne le déshériterai point. Et qui m'en empêchera? Mais vous-même. Moi? Oui, vous n'en aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle fera son office. Oh, elle ne fera rien. Je vous dis que cela sera. Bagatelle. Oh, il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturel. Eh bien non. Oh, je ne suis pas bon. Voilà. Je suis méchant quand je veux. Bon, finissons ce discours qui m'échauffe la bile. Ah ouais, je suis content. Ah, va-t'en, coquin. Va-t'en chercher mon fripon, tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Ah, monsieur, si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. Oui, je vous remercie. Ah, mais pourquoi qu'il soit ici? Connais-je à cette heure la fille que le ciel m'a ôtée pour en faire mon héritière? Oh, j'avoue que tu es un grand homme, et voilà l'affaire en bon train. Mais d'autre part, l'argent nous manque pour notre subsistance, et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous. Ouais, laisse faire. La machine est déjà toute trouvée. Non, je cherche dans ma tête un homme qui nous soit idée pour jouer un personnage dont j'ai besoin. Attends un peu. Tiens-toi. Mets ton couvre-chef en méchant garçon. Campe-toi sur un pied. Mets la main sur le côté. Fais les yeux furibonds. Marche en roi de théâtre. J'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je te conjure de ne m'aller point brouiller avec la justice. Va. Nous partagerons les périls en frères. Et 3 ans de galère, de plus ou de moins, ne sont pas pour arrêter un homme de galère.
temps qu'il fait, nous aurons ici nos gens aujourd'hui. Et un matelot qui vient de Tarente m'a assuré qu'il avait vu mon homme prêt à s'embarquer. Mais l'arrivée de Nymphi trouvera les choses mal disposées à ce que nous proposions. Et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils rompt étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Oh, mais ne vous mettez pas en peine. Et je vous réponds de renverser tout cet obstacle. Et j'y vais travailler de ce pas. Ma foi, Seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise? Hein? L'éducation des enfants est une chose à quoi il faut s'attacher fortement. Ah, sans doute. Mais à quel sujet, cela? Au sujet de ce que la mauvaise éducation des enfants et des jeunes hommes viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Ah, cela arrive parfois. Mais que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, que si vous aviez un brave père bien morligéné votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien. De sorte que vous avez bien mieux morigéné le vôtre. Sans doute, et je serais bien fâché qu'il n'eût rien fait approchant de cela. Et si ce fils que vous avez, mon brave père, si bien morigéné avait fait bien pique le mien? Comment? Comment? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire, Seigneur Géron, qu'il ne faut point être aussi prompt à condamner la conduite des autres, et que ceux qui veulent gloser devraient bien regarder chez eux s'il n'y a rien qui cloche. Je n'entends point cette énigme. On vous l'expliquera. Est-ce que vous auriez ouï dire quelque chose de mon fils? Cela peut se faire. Et quoi encore? Dans votre scapin, dans mon débit, ne m'a dit les choses qu'en gros. Mais vous pourrez de lui, ou de quelque autre, être instruit du détail. Pour moi, je vais vite consulter un avocat et aviser des billets que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir. Je pourrais être que cette affaire-ci, pis encore que le sien. Alors, pour moi, je ne vois pas ce que l'on peut faire de pire. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut imaginer. Ah! Vous voilà! Ah, mon père, que j'ai le joie de vous voir de retour. Doucement, parlons un peu d'affaires. Mais souffrez que je vous embrasse. Doucement, me dis-je! De quoi, mon père? Vous me refusez de vous exprimer mon transport par mes embrassements? Oui, nous avons quelque chose à examiner ensemble. Ah, c'est quoi? Tenez-vous! 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 Regardez-moi, que je vous vois en face. Comment? Regardez-moi, regardez-moi là. Entre deux yeux. Eh bien? Qu'est-ce donc qui s'est passé ici? Ce qui s'est passé? Oui. Qu'avez-vous fait dans mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait et qui demande ce que c'est que vous avez fait. Ah, moi je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose. Ah non. Vous êtes bien résolu. Ah bah c'est que je suis sûr de mon innocence. Scapin! Pourtant, a-t-il de vos nouvelles? Capin. Ce mot vous fait rougir, hein? Il vous a dit quelque chose de moi? Celui n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire
et nous allons l'examiner ailleurs. Concernant le logis, j'y vais revenir tout à l'heure. Traître! S'il faut que tu me déshonores, je te renonce pour mon fils, et tu peux bien pour jamais te résoudre à fuir de ma présence. Père! Trahir de cette façon un coquin qui doit, par sans raison, être le premier à cacher les choses que je lui confie et le premier à les aller découvrir à mon père. Je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Ah, mon frère, mon cher Scapin, que ne dois-je pas à tes soins, que tu es un homme admirable et que le sort m'est favorable de t'envoyer à mon secours. Ah, vous voilà. Je suis ravi de vous trouver, monsieur le coquin. Monsieur, je suis votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Ah, vous faites le méchant plaisant. Je vous apprendrai. Mais monsieur! Enfin, Léandre. Me retenez pas, je vous prie. Mais monsieur, enfin! Laissez-moi contempler mon ressentiment. Oh, mais monsieur, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Et doucement. Oui, coquin. Je sais le que tu m'as joué, on vient de me l'apprendre. Mais tu ne croyais pas peut-être que l'on me dû révéler ce secret, hein? Mais je ferai en avoir la confession de ta propre bouche, où je vais te passer cette épée au travers du temps. Monsieur, oui, vous tirez par là! Parle donc! Mais monsieur, je vous ai fait quelque chose! La conscience de Dieu qui vous faisait. Mais monsieur, je vous assure que j'ignore! Eh bien, oui. Puisque vous le voulez, je vous confesse que j'ai bu avec des amis ce petit carton de vin d'Espagne dont on vous fit présent il y a quelques jours, et que c'est moi qui fis une fente au tonneau et répandu de l'eau autour pour faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, Pandare, qui m'as bu mon vin d'Espagne. Et qui a été cause que j'ai tant querellé la servante en croyant que c'était elle qui m'avait fait le coup. Oui, monsieur, je vous en demande pardon. Je suis bien incertain de cela. Ce n'est pas encore l'affaire dont il est question. Ce n'est pas cela! Non! Bien plus, et je prononce la vie. Il y a 3 semaines, vous m'envoyâtes la nuit porter une petite montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Je suis revenu, les habits tout couverts de boue et le visage plein de sang, et vous dit que j'ai rencontré des bandits qui m'avaient bien battu et m'avaient dérobé la montre. C'était moi, monsieur, qui l'avais retenu. Oui, mais avant de savoir quelle heure il est. Ouais, si de jolies choses, hein. J'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Ce n'est pas cela que je te demande. Ce n'est pas cela. Non. Parlons vite. Ah oui. Vous vous souvenez de ce loup-garou qui vous donna tant de coups de bâton la nuit et vous pensez à rompre le cou dans cette cave où vous tombâtes en fuyant? Oui? Eh bien, c'était moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. Toi, traître, que faisait le loup-garou? Oui. Oh, mais seulement pour vous faire peur et vous ôter l'envie de nous envoyer balader la nuit comme vous aviez de coutume. Je saurais me souvenir en temps et lieu de tout ce que je viens d'apprendre, mais je veux en revenir aux faits et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. Votre père? Oui, fripon. À mon père. Mais je ne l'ai pas seulement vu depuis son retour. Tu ne l'as pas vu? Non.
Assurément. Mais assurément, c'est quelque chose que je vais vous faire dire par lui-même, enfin. C'est de sa bouche pourtant que je tiens. Mais avec votre permission, il n'a pas dit la vérité. Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour vos amours. Comment? Vos Égyptiennes sont sur le point de vous enlever Zerbinette et elle-même, les larmes aux yeux, m'a chargé promptement de vous dire que si dans 2 heures, vous ne leur songez à apporter l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle, vous allez perdre à jamais. Dans 2 heures. Dans 2 heures. Mon pauvre Scapin. J'implore ton secours. Mon pauvre Scapin. Je suis mon pauvre Scapin. À cet homme, on a besoin de moi. Ah, mais va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire. Et bien encore si tu me l'as fait. Non, ne me pardonnez rien. Passez-moi votre épée au travers du corps. Je serais ravi que vous me tuiez. Non, je te conjure plutôt de me donner la vie en sauvant mon amour. Non, point, tuez-moi, vous dis-je. Non, mais tu m'es trop précieux, voyons. Non, je voudrais que vous me tuiez. De grâce. Mais ne songe plus à tout cela. Abandonnez le secours prochainement. Oui, Scapin, il faut faire quelque chose pour lui. Le moyen, après une avanie de la sorte, mettez le doigt là, le Je doigt te là. conjure d'oublier mon emportement et de me prêter ton adresse. Et je joins mes prières au ciel. J'ai cette insulte-là sur le cœur. Ah oui, mais il faut quitter ton ressentiment. Pourquoi tu m'as abandonné, Scapin? La cruelle extrémité où se voit mon amour. Me venir faire à l'improviste un affront comme celui-là. J'ai tort, je le confesse. Me traiter de coquin, de fripon, d'infâme, de panda. J'en ai tous les regrets du monde. Me vouloir passer son épée au travers du corps. Mais passez, monsieur, passez. Je te demande pardon de tout mon cœur. Et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, pour te conjurer encore une fois de ne me point abandonner. À ma foi, Scapin, il faut se rendre à cela. Allez, levez-vous tous deux. Et la prochaine fois, ne soyez pas si prompt. Me promets-tu donc de travailler pour moi? Nous y pourrons. Tu sais que le temps presse. Oh, ne vous mettez pas en peine. Combien est-ce qu'il vous faut? 500 écus. Et vous? 200 pistoles. Je veux tirer cet argent de vos pères. Pour ce qui est du vôtre, la machine est déjà tout trouvée. Et quant au vôtre, bien qu'avare au dernier degré, il y faudra moins de façon encore, car pour l'esprit, il n'en a pas guère provision. Hein. Et je le tiens pour une espèce d'homme à qui l'on fera toujours croire ce que l'on voudra. Non, mais là, il n'y a pas d'offense. Enfin, il tombe entre vous et lui, aucun soupçon de ressemblance. Et vous savez assez l'opinion de tout un chacun qui dit qu'il n'est votre père que pour la forme. Voyons. On va pas faire de lignée comme ça. Mais je vois le père d'Octave arriver. Commençons par lui, puisqu'il se présente. Et vous? Non, vous. Allez demander à votre Sylvestre de venir vite jouer son rôle. La voilà qui remue. Avoir si peu de conduite et de considération. S'aller jeter dans un engagement comme celui-là. Ah, jeunesse impertinente. Messieurs, votre serviteur. Ah, bonjour, Scapin. Vous rêvez à l'affaire de votre fils? Je t'avoue que ça me donne un furieux chagrin. Monsieur, la vie est mêlée de traverses et il est bon de se tenir sans cesse préparé. Et j'ai ouï dire, moi, il y a longtemps, la parole de l'ancien, que j'ai toujours retenue. Quoi? Voilà. Et que, pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subordonnée. Et ce qu'il trouve qu'il ne lui est point arrivé, l'impréférable aventure. Pour moi, j'ai toujours pratiqué cette leçon dans ma petite philosophie. Et je ne suis jamais retourné au logis sans que je me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux injures, aux réprimandes, aux coups de pied au cul, aux bastonnades, aux étrivières.
Et ce qui est manqué à m'arriver, bah, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Et voilà qui est bien. Mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une sauge que je ne puis souffrir. Et je viens de consulter des avocats pour le faire tasser. Allez, ma foi, monsieur, si j'étais que de vous, j'essaierais de trouver d'autres moyens pour ajuster vos affaires. Oui, vous savez ce que c'est que les procès en ce pays-ci, et vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Mais tu as raison, je le vois bien. Mais quelle autre voie? Je pense que j'en ai trouvé une. La compassion que m'a donnée tantôt votre chagrin m'a obligé à chercher en moi-même un moyen de vous tirer de peine. Oui, car je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leurs enfants que cela ne m'émeuve. Et je me suis de tout temps senti pour vous une compassion spirituelle. Ah, oui, c'est bien beau ça. Enfin, je suis allé trouver le frère de cette fille qui a été épousée. C'est un de ces braves de profession, de ces gens qui sont tout coups d'épée, qui ne parlent que du ciné, et qui n'ont pas plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Enfin, je l'ai mis sur ce mariage, je lui ai fait voir quelle facilité offrait la raison de la violence pour le faire casser aux prérogatives du nom de père. Votre appui que vous donnerez auprès de la justice et votre droit, et vos parents, et votre argent, et vos amis. Enfin, je l'ai tant tourné de toutes les façons qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelques sommes, et il consent à rompre le mariage. Pourvu que vous lui donniez de l'argent. Oui, combien a-t-il demandé? Tout d'abord, des choses par-dessus les maisons. Mais quoi? Des choses extravagantes. Mais encore? Il ne parlait pas moins que de 5 ou 600 pistoles. 600 pistoles. Le fièvre Carpentier le plus serré, mais se moque-t-il des gens? C'est ce que je lui ai dit, et j'ai repoussé bien loin de pareilles propositions. Et il lui bien fait comprendre que vous n'étiez point une dupe, pour accepter de donner 5 ou 600 pistoles. Enfin, après plusieurs discours, voici où s'est réduit le résultat de notre conférence. Nous voilà le temps! M'a-t-il dit que je dois partir pour l'armée? Je suis apprêt à m'équiper, et le besoin de quelque argent me fait consentir malgré moi à ce qu'on me propose. Il me faut un cheval, et je ne saurais en avoir un qui soit tant soit peu raisonnable, à moins de 60 pistoles. Oh, pour 60 pistoles, je les donne. Il me faut aussi le harnais et les pistolets, cela fera encore 20 pistoles. 20 pistoles et 60. Ça ferait 80. C'est beaucoup. Justement, oui. Ben bon, soit, allez, je consens à donner cela. Il me faut aussi un cheval pour monter mon valet, et cela fera encore 30 pistoles. Il se promène, il n'aura rien du tout. Mais monsieur... Non, c'est impertinent. Enfin, voulez-vous que son valet a Qu'il aille comme il lui plaira, et le maître aussi. Monsieur, ne vous arrêtez pas si peu de choses, je vous prie. N'allez point plaider et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice. Oh, eh bien, soit, allez. Je me résous à donner encore ces 30 pistoles. Il me faut encore, dit-il, un mulet pour transporter le ravitaillement. Il a le diable avec son mulet. Non, c'en est trop, nous irons dans les juges. Mais monsieur, enfin... Non. Je n'en ferai rien. Mais un tout petit mulet. Je ne lui donnerai pas seulement un âne. Mais monsieur, inconsidéré. J'aime mieux plaider. Et monsieur, de quoi parlez-vous là et à quoi vous résolvez-vous? Je veux plaider. Voyez combien d'appels et de degrés de juridiction, combien de procédures embarrassantes, combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer. Sergent, procureur, avocat, greffier, substitut, juge et leur clerc. Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un soufflet au meilleur droit du monde. Un sergent baillera de faux exploits, sur quoi vous serez condamné sans que vous le sachiez.
Votre procureur s'entendra avec votre parti et vous vendra un beau denier comptant. Votre avocat, gagné de même, ne sera point là lorsqu'on plaidera votre cause et dira des raisons qui ne feront que battre la campagne et n'iront point au fait. Un greffier délivrera par contumace des sentences et arrêts contre vous. Le clerc du rapporteur soustraira des pièces où le rapporteur même ne dira pas ce qu'il a vu. Et monsieur, sauvez-vous de cet enfer-là. C'est être damné de ce monde que d'avoir à plaider. Et la seule pensée d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'aux Indes. Il y a combien fait-il monter le mulet? Monsieur, pour le mulet, pour son cheval et pour celui de son valet, pour le harnais et les pistolets et pour quelques petites choses aussi qu'il doit à son hôtesse, il demande, en tout, 200 pistolets. 200 pistoles. Non, plaidons. Ne vous arrêtez point, monsieur. Je veux plaider. N'allez-vous pas vous enfoncer? Je plaiderai. Mais pour plaider, il vous faut de l'argent. Il vous en faut pour l'exploit. Il vous en faut pour la procuration, pour la consultation, pour la présentation, conseil, production et journée du procureur. Il vous en faudra pour les consultations et plaidoiries des avocats, pour le droit de retirer le sac et pour les grosses écritures. Il vous en faudra pour le rapport des substituts, pour les épices de conclusion, pour l'enregistrement du greffier, façon d'appointement, sentence et arrêt, et expédition de leur clerc. Sans compter tous les présents qu'il vous faudra faire. Donnez cet argent-ci à cet homme-là, et vous voilà hors d'affaire. Combien? 200 pistoles? Oui. Vous y gagnerez. J'ai fait en moi-même un petit calcul des frais de justice et j'ai trouvé qu'en donnant 200 pistoles à cet homme, vous y gagnerez au moins 150, sans compter les soins, les pas et les chagrins que vous vous épargnerez. Quand il n'y aurait qu'à essuyer les sottises que disent devant tout le monde de méchants plaisants d'avocats, j'aimerais bien encore plaider que d'avoir à donner... Non, que dis-je? J'aimerais plutôt donner 300 pistoles que d'avoir à plaider. Vous voyez, je suis tout étourdi. Je me moque de cela et je ne donnerai point 200 pistoles. Voilà notre homme. Ah, Scapin! Fais-moi connaître cette Argante qui est père d'Octave. Pourquoi, monsieur? Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès et faire rompre par justice le mariage de ma sœur. Je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne veut pas donner les 200 pistoles que vous désirez. Il dit que c'est trop. Par la mort, par la tête parlante, si je le trouve ici, je le rosserai. Tu sais, je le trouverai tout vif. Monsieur, le père d'Octave a du cœur et peut-être ne vous craindra-t-il point. Lui Lui, oh, que ne le trouvais-je ici? Tout à l'heure, je lui donnerai de l'épée dans le ventre. Qui est cet homme? Ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. N'est-ce point quelqu'un de ses amis? Oh non, de le contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital? Parbleu, j'en suis ravi. Vous êtes ennemi, monsieur, de ce faquin d'Argante? Oui, je vous assure. Touchez-la, touchez. Je vous donne ma parole. Et je vous jure sur l'honneur, par l'épée que je porte, par tous les serments que je saurai faire, qu'avant la fin de la journée, je vous déferai de ce maraud fieffé, de ce faquin d'Argante. Reposez-vous sur moi. Mais monsieur, les violences en ce pays-ci ne sont guère souffertes, vous savez. Je me moque de tout. Je n'ai rien à perdre. Il se tiendra sur ses gardes, assurément, et il a des parents, des amis, des domestiques, dont il se fera un secours contre votre ressentiment. Tu, à ventre. Que ne le verrai-je tout à l'heure, au milieu de son secours? Que me paraît-il à mes yeux, devant 30 personnes? Que ne le vois-je fondre sur moi les armes à la main? Comment, morbleu? Vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi?
Non, non. Ferme. Passons. Bon pied, bon oeil. Coquin canaille, vous en voulez là. Vous en voulez. Soutenez. Vous en voulez la botte et l'autre. Et voici, et celle-là. Ah, vous reculez. Pied ferme. Monsieur, nous n'en sommes pas là. Voilà ce qui vous apprendra à vous oser jouer de moi. Voyez combien de personnes tuées pour 200 pistoles. Oh, je vous souhaite bonne fortune. Scapin. Je me résous à donner ces 200 pistoles. Je suis ravi. Pour l'amour de vous. Allons le trouver. Je les ai sur moi. Vous n'avez qu'à me les donner. Oui, il ne faut pas, pour votre honneur, que vous paraissiez là pour avoir passé ici pour autre que ce que vous êtes. Hein. Et d'ailleurs, j'ai bien peur quand en vous faisant connaître, il allait demander davantage. C'est que j'aurais bien aimé voir comme je donne mon argent. Est-ce que vous vous défiez de moi? Non pas. Ça, monsieur, suis-je un fourbe ou un honnête homme? C'est l'un des deux. Est-ce que je voudrais vous tromper et que dans tout ceci, j'ai d'autre intérêt que le vôtre et celui de mon maître à qui vous voulez vous rallier, hein? Si je vous suis suspect, monsieur. Non. Mon Dieu. Ne me mêle plus de moi. Et vous n'avez qu'à chercher à cette heure autre qui disposera de vos affaires. Mais mon Dieu, tiens. Non. Mais tiens, ne me fais pas contester davantage. Non, je serais ravi que vous vous serviez de quelque autre. Mais ne fais pas contester davantage, je te dis. Point. Tu es sûr ou pas? Non, mais point. Non. Que sait-on si je ne veux pas vous attraper votre argent? Mais prends bien soin de prendre tes sûretés avec lui. Oh, bah, mais garde, il n'a pas affaire à un sot. Je vais t'attendre chez moi. Je m'en vais y aller. Oui. Bon, je n'ai plus qu'à chercher l'autre et remonter mon pantalon. Et le voilà qui vient. Il semble que le ciel, l'un après l'autre, me les envoie dans mes filets. Oh ciel! Oh disgrâce imprévue! Oh misérable père! Pauvre gérante, que feras-tu? Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? Y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette attendue? Qu'est-ce donc qu'il y a? En bas, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Et le voici! Ah, il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse pas deviner. Voilà, mais tu es aveugle? Non. Tu es aveugle que tu ne me vois pas? Oh, monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi, là. Oh. Bon, qu'est-ce donc qu'il y a? Monsieur, Oui, votre fils quoi, mon fils? est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit. Oh, vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse,
nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque, assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer, nous a présenté la main, nous y avons passé, il nous a fait possibilité, nous a donné la collation, où nous avons mangé les vins et les fruits les plus excellents qui se puissent boire, et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Oh, attendez, monsieur. Nous y voici. Pendant que nous mangeons, il a fait mettre la galère en mer. Et, ce brillant témoigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez par mois, tout à l'heure, 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Comment diable? 500 écus? Oui, monsieur. Et pour cela, il m'a donné que 2 heures. Oh, le bandit de Turc m'assassiner de la façon! C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère? Et il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Il faut ça. Va-t'en vite, va-t'en vite, Scapin. Va-t'en porter et dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en plein air, non, et vous moquez-vous des gens. Hein. Que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit François les personnes. Faux, Scapin. Il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Oui, monsieur, quoi? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils, que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Monsieur, mais je vois ce que vous dites. Pensez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Que diable avait-il fait pour cette galère? Ne devinez pas ce malheur, songez, monsieur, qu'il m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus? Mais n'a-t-il pas la conscience? Ah, oui, de la conscience à un Turc. Mais c'est-il bien ce que c'est que 500 écus? Oui, c'est que c'est 1500 livres. 1500 livres. 1500 livres? Mais pratique le crainte que 1500 livres se trouve dans les pas d'un cheval. Ce sont des gens qui n'en trouvent pas de raison. Que diable tu fais ce gars? Il est vrai, mais quoi? On ne prévoyait pas les choses de grâce, monsieur, dépêchez. Tiens, est-ce capable? Hein? Tiens, voilà la clé de mon armoire. Bon. Tu l'ouvriras. Ah bien. Tu trouveras du côté gauche une grosse clé qui est celle de mon grenier. Ouais. Oui, tu iras chercher toutes les hardes qui sont dans cette grande manne et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites. Et d'ailleurs, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné, hein. Que diable a-t-il fait dans cette galère? Oh, mais laissez-la, cette galère! Et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils! Hélas! Mon pauvre maître! Peut-être que je te verrai demain dit, et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger! Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin. Je m'en vais quérir cette somme. Dépêchez-vous, dépêchez-vous tant vite, monsieur. Oui. Je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500 écus. 500 écus. Ouais. Que diable as-tu fait dans cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. Y avait-il point d'autres promenades? Cela est vrai, mais faites promptement. Ah mon Dieu! Cette galère me tient au cœur. Tiens, Scapin, Non, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme-là.
Oh non. Oh, je ne croyais pas qu'elle dût m'être sitôt ravie. Hein. Tiens. Va-t'en recueillir, mon fils. Oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Oui, un homme sans foi, ni un voleur. Laissez-moi faire. Un homme que je ne lui donne ni à la mort, ni à la vie. Oui, et qu'il me tire ses 500 écus contre toutes sortes de droits. Ouais, et que si jamais je l'attrape, je saurais me venger de lui. Oh là, monsieur. Oui. Où est donc cet argent? Ne te l'ai-je pas donné? Non, vraiment. Vous l'avez remis dans votre poche. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Oh, je le vois bien. Poussez, monsieur, poussez. Quelle maudite galère! Que j'y avais dit faire dans cette galère! Tiens, traître de Turc! À tous les diables! Oh, il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paie en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Mon cher Scapin, as-tu pu faire quelque chose pour moi dans ton entreprise? Tu fais quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est. Voici vos 200 pistoles que j'ai tirées de votre père. Ah, que tu me donnes de joie! Et pour vous... je n'ai pu faire rien. Il faut donc que j'aille mourir. Et je n'ai que faire de vivre si Zerbinette m'est ôtée. Là, doucement, comme vous y allez. Que veux-tu que je devienne? Allez. J'ai votre fils. Tu me redonnes la vie. Mais, me permettez-vous une petite vengeance contre votre père pour le tour qui m'a joué tantôt? À tout ce que tu voudras. Vous me le promettez devant témoin? Ah oui. Eh bien, voici vos 500 écus. Allons promptement acheter celle que j'adore. Allons-y! Vos amants ont arrêté entre eux que vous fussiez ensemble et nous nous acquittons de la demande qu'ils ont faite. Oh, et un tel ordre n'a rien qui ne me soit fort agréable. Je reçois avec joie une compagne de la sorte. Et il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition et ne suis point personne à reculer lorsque l'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque? Pour l'amour, c'est une autre chose. On y prend bien plus de risques et je ne suis point si hardi. Vous l'êtes contre mon maître, que je pense maintenant, hein? Et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur à répondre comme il faut à sa passion. Ah, je ne m'y fie encore que de la bonne sorte. Et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement que ce qu'il vient de faire. J'ai numéro joué et sans cesse je ris, mais tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres. Et ton maître s'abusera s'il croit qu'il me suffit de m'avoir acheté pour me voir toute la nuit. Il doit aller en goûter autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi, qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve toutes nécessaires. Mais c'est ainsi qu'il l'entend, il prétend à vous qu'en tout bien, tout honneur, et je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait eu une autre pensée. C'est ce que je veux croire, puisque vous me le dites. Mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Nous saurons accommoder les choses.
la ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Oui, nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Et vous avez cet avantage au moins que vous savez de qui vous êtes né et que l'appui de vos parents que vous pouvez faire connaître est capable d'assurer tout, peut arranger votre bonheur et faire donner un consentement à ce mariage qu'on trouve fait. Mais pour moi, je ne retrouve aucun secours. Et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais aussi, avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par un autre parti celui que vous aimez? Oh, les changements du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le bousculer. On se peut naturellement croire à ses démérites pour garder sa conquête. Mais ce que je trouve de plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle auprès de qui tout le mérite ne sert de rien. Hélas! Il a douce chose que d'aimer lorsqu'il n'y a point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Oh non, mais vous vous moquez! La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux. Il faut du bas et du haut dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Oh mon Dieu, Scapin, fais-nous donc un peu le récit. Combatif et si plaisant. Du stratagème dont tu t'es abusé pour tirer de l'argent à ton vieillard avare. Tu sais qu'on ne perd point sa peine lorsqu'on me fait un compte et que je le paie assez bien par la joie qu'on m'y voit. Alors, voilà Sylvestre qui s'en acquittera aussi bien que moi. Oui, j'ai dans la tête quelques petites vengeances dont je veux goûter le plaisir. Pourquoi de gaieté de cœur vas-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires? J'aime tenter des entreprises à la deux. Je te l'ai déjà dit, tu quitterais le dessin que tu as si tu m'en voulais croire. Mais c'est moi que j'en croirais. Oh, à quoi diable veux-tu t'amuser? Mais de quoi diable nous mettions en peine? C'est que je vois que sans tu risques de t'attirer une méchante... Mais ça dépend de mon dos et non du tien. Ah, il est vrai que tu es maître de tes épaules et que tu en disposeras comme il te plaît. Ah! Oh, ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté! Et je hais ces cœurs pusillanimés qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Oh, je vais vous y rejoindre tantôt. Il ne sera pas dit qu'impunément on m'ait mis en état de me trahir moi-même et de dévoiler des secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas. Oh. Seigneur Géronte! Seigneur Géronte! C'est bien, Scapin! Comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté, mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde, et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment donc? À l'heure que je parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi? Et qui? À vos souhaits, le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place de sa sœur constitue ce plus fort pour faire rompre le mariage. Et dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et de vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens défaits comme lui, vous cherchent de toutes parts et demandent de vos nouvelles. J'ai même vu de ça et de là des soldats de sa compagnie qui interrogent ceux qui trouvent et occupent par peloton toutes les avenues de votre maison, de sorte que vous ne sauriez aller chez vous, que vous ne sauriez faire un pas ni à droite ni à gauche, que vous ne tombiez dans leur main. Que ferai-je, mon pauvre Scapin? Je ne sais pas, monsieur, voilà une étrange affaire. Je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête et... Non, ce n'est rien.
moyen pour me tirer de peine. Ouais, j'en imagine bien, mais je courrais risque, moi, de me faire assommer, hein. Non, montre-toi, serviteur, fidèle et zélé. Ne m'abandonne pas. Non, ne m'abandonne pas. Je te prie. Oui, ouais. Oh, je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé, je t'assure. Et je te promets cet habit-ci quand je l'aurai usé. Oui, bien sûr, oui. Alors, attendez. Oui? Je viens à propos pour vous tirer de cette affaire. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que... Mais non, ce n'est rien. Non. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez dans ce sac et que vous vous gardiez de ne remuer en aucune façon. Je vous transporterai comme un paquet de quelque chose, hein, et je vous porterai ainsi au travers de vos ennemis jusque dans votre maison où, quand nous serons une fois... Oh là là, et en plus il est... Ou quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer pierre et main forte contre la violence. Oh, l'invention est bonne, hein? La meilleure du monde, tu me paieras l'imposture. Je dis que vos ennemis seront bien attrapés, c'est sûr. Mettez-vous bien au fond du sac. Et surtout, prenez garde de ne point bouger. Hein, et de ne branler pas quelque chose qui puisse arriver. Laisse-moi faire, là. Je saurais me tenir. Oh, prenez garde. Voici un spadassin qui vous cherche. Je n'aurai pas l'avantage de tuer ces girontes. Et quelqu'un, par charité, ne m'enseignera pas où il est. Ne branlez pas. Quand ils disent, je les trouverai, se cache-t-il au centre de la terre. Ne vous montrez pas. L'homme au sac, Monsieur, je travaille un Louis et m'enseigne peut-être Gironde. Gironde. Ah, vous cherchez le seigneur Géronte, monsieur. Oui, Marie, je l'y cherche. Et pour quelle affaire, monsieur? Pour quelle affaire? Oui. Je veux qu'on dise les faire mourir sous les coups des bâtons. Ah, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des joues comme lui, et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? C'est pattes des Girondes? C'est marron? C'est bélitre? Le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni un fat, ni un marron, ni un bélitre. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment? Tu me traites à moi avec cette hauteur? Je défends comme je dois un homme d'honneur comme France. Est-ce que tu es des amis de ces Girondes? Oui, monsieur, j'en suis. Ah, tu es de ces amis, hein? À la bonne heure. Voilà ce que je te vaille pour lui. Monsieur Dumont, pas doucement, oh, pas doucement. Porte-lui cela de ma part. Josias. Oh, la peste soit du Gascon. Je n'en puis plus. Je suis tout moulu et les épaules me font un mal épouvantable. Et comment? C'est sur les miennes qui a frappé. C'était sur mon dos qu'il frappait. Mais que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups, et je les sens bien encore. Non, dis-je. Ce n'était que le bout du bâton qui était jusque sur vos épaules. Tu devais donc te reculer pour m'éviter d'autres coups de bâton. Oh, attention, voici un autre qui a la mine de l'étranger. Parti à courir comme un basque. Et moi, je peux me retrouver de tous les jours. Si tu as des Girondes. Dites-moi un peu vous, monsieur l'homme, s'il vous plaît. Vous savez point où est dit Chironte que moi cherchais? Chironte?
Géronte. Ah, non, je ne sais pas où est Géronte, monsieur. Dites-le-moi un peu faux, franchement. Moi, il faut leur apprendre quelque chose, lui. Mais seulement pour lui donner un petit régal d'une douzaine de coups de bâton sur les épaules de lui et de 3 ou 4 coups d'épée au travers de sa poitrine. Non, monsieur, je vous assure que je ne sais pas où il est. Et il me semble que je vois remuer quelque chose dans ce sac. Pardonnez-moi, monsieur. Mais assurément, quelque chose là-dedans. Pas du tout, monsieur. J'ai envie de donner un coup d'épée dans ce sac. Ah, monsieur, gardez-vous-en bien. Montre-moi un peu fou ce qu'être-là. Tout beau, monsieur, carrément tout beau. Vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. Et moi, je veux le voir. Moi, Je vous ne le verrai pas. que te passe-t-il mérité? Ce sont hardes qui m'appartiennent. Montre-le-moi, faut te dis-je. Je n'en ferai rien. Toi ne fais rien. Non, moi, pailler, tester patronne dessus les épaules de toi. Je me moque de cela. Ah, toi fais le drôle. Monsieur. Monsieur Nouveau. Voilà, pour apprendre à toi à parler insolentement. Je suis roué. Moi, je suis mort. Mais pourquoi diable faut-il qu'il frappe sur mon dos? Regarde, voici une demi-douzaine de soldats tous ensemble. Ta chose à trouver, c'est Géronte. Cherchons partout. N'aie pas peur, pardon, prenons pas. Géronte dans la ville. N'oublierons aucun lieu. Visite tout. Fais-moi de tous les côtés. Par où irons-nous? Ton empereur. Vas-y, à gauche, à droite. Il suffit. Ne bougez pas. Un camarade. Voici son palais. Allons, côté. Il faut que tu nous enseignes notre maître. Eh, monsieur, ne me maltraitez pas, je vous prie. Alors, dis-nous où il est. Bonne expédition. Dépêche-toi vite. Tôt. Monsieur, doucement. Si tu ne nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton, hein. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites tout ce qui vous plaira. Tu as envie d'être abattu? Je ne trahirai pas mon maître. Ah, tambotate. Eh bien alors, voilà. Assassin! Un coquin! Fourbe! C'est ainsi que tu m'assassines! J'ai besoin de mon rappeleur. Tu me le paieras, je te jure. La plaisante histoire. Et la bonne type que ce vieillard. Il n'y a rien de plaisant à cela. Et que faire d'en rire? Comment? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez point mourir de moi. De vous? Oui. Mais comment? Qui songe à se moquer de vous? Mais pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Oh, cela ne vous regarde pas. J'arrive toute seule d'un conte qu'on vient de me faire. Le plus plaisant que je viens d'entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée en la chose, mais je n'ai jamais rien entendu de si drôle. Quel tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père pour en attraper de l'argent? Oui. Oh, pour peu que vous me pressiez, je suis toute disposée à vous dire l'affaire. Et j'ai des démangeaisons naturelles à faire part des contes que je sais. Je vous prie de conter cette histoire. Je le veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire. Et c'est une affaire qui n'est pas pour être longtemps secrète.
la destinée a voulu que je me retrouvasse parmi des bandes de ces gens qu'on appelle égyptiens, et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et parfois bien d'autres choses. On arrive dans cette ville, un garçon me dit, est conçu pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas. Et le voilà, comme tous les jeunes gens, qu'il croit qu'il n'a qu'à parler, et qu'au moindre mot qu'il nous dise, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient, et les trouva disposés à me laisser à lui, moyennant de l'argent. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans un état où l'on voit bien souvent les fils de famille. C'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain du monde. Attendez, ne saurais-je me souvenir de son nom? Oh, aidez-moi. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avaricieux au dernier point? Non. Oh, il a en son nom du rond. Oronde. Non, Oronde. Géronte. Oui, c'est la Géronte. Le voilà. C'est ce ladre-là que je dis. Bah, pour en revenir à notre compte. Nos gens allaient partir aujourd'hui de cette ville. Et mon amant m'allait perdre faute d'argent s'il n'avait trouvé du secours dans l'industrie d'un valet qu'il a. Pour le nom du valet, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable et il mérite toutes les louanges qu'on peut lui donner. Coquin que tu es! Voici le stratagème dont il s'est servi pour rattraper sa dupe. Je ne saurais m'en souvenir que je n'ai ri de tout mon cœur. Il est allé trouver ce chien d'avare. Il lui a dit qu'en promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère où on leur avait invité d'entrer. Qu'un Turc leur y avait donné la collation et que, tandis qu'ils mangeaient, on avait mis la galère en mer et que le Turc l'avait renvoyé lui tout seul dans un esquif avec ordre de dire au père de son maître qu'on envoyait son fils en Alger si on lui envoyait pas tout à l'heure 500 écus. 500 écus. Voilà mon ladre, mon vilain, dans de furieuses angoisses et la tendresse qu'il a pour son fils. Un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont pour lui 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cet argent de ses entrailles. Et la tristesse lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer contre la galère des Turcs. Il sollicite son valet à s'aller s'offrir à la place de son fils en attendant qu'il amasse l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Il abandonne pour faire les 500 écus 4 ou 5 vieux habits qui n'en valent pas 30. Enfin, mon enfant, j'ai mis et soupiré. Oui. Il me semble que vous ne riez pas à mon compte. Mais qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un panda, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait, que l'égyptienne est une mal avisée, une impertinente, de dire des injures
Un homme d'honneur qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants et les garçons, les jeunes hommes de famille. Et que le valet est un scélérat qui sera, par Géronte, envoyé au gibet avant qu'il soit demain. Mais où donc est-ce que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Et je viens de me rendre compte, et je me suis adressée à lui-même sans y penser pour lui conter son histoire. Comment son histoire? Mais oui, j'étais tout emplie du compte et je brûlais de le retire. Oh, et puis, tant pis pour lui. Je ne pense pas que les choses en puissent être pour nous, ni pire ni mieux. Ouais, vous aviez bien envie de babiller, et c'est avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. N'aurait-il pas appris la chose de quelque autre, hein? Oh, partez, voilà mon maître qui arrive. Oh là, Sylvestre! Vous êtes accordé, coquin! Vous êtes accordé, Scapin, vous et mon fils, pour me fourber! Et vous croyez que je l'endure? Oh, ma foi, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains, et je vous assure que je lui trempe en aucune façon. Nous verrons cette affaire, Pandard. Nous verrons cette affaire. Et je ne prétends point qu'on me fasse passer la plume par le bec. Ah, Seigneur encore, me voyez accablé de disgrâce. Ah, vous me voyez aussi dans un accablement horrible. Pandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Ce même Pandard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé pour son pistolet. Il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus. Il m'a aussi fait un tour et traité d'une façon que j'ai honte de dire. Mais il me la paiera. Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée. Je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. Plaise au ciel que dans tout ceci, je n'ai point ma part. Ce n'est pas encore tout. Ce n'est pas encore tout, Seigneur. Ardent. Et à malheur, vous êtes toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille, dont je faisais toute ma consolation. Et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a fort longtemps de Tarente, et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Pourquoi, s'il vous plaît, la tenir à Tarente et ne pas vous être donné la joie de l'avoir avec vous? J'ai eu mes raisons pour cela, et des intérêts de famille m'ont obligé jusqu'ici à tenir fort secret ce second mariage. Mais que vois-je? Te voilà, Maurice. Oh, Seigneur Pandolfe! Ah! Pardonnez-moi, Géron, ne te sers plus de ce nom. Les raisons ont cessé qui m'avaient obligé à le prendre parmi vous, à Tarente. Hélas que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avions de vous chercher ici. Et où est ma fille, là, et sa mère? Votre fille n'est pas loin. Mais avant que vous de la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Dans l'abandonnement où je me trouvais avec elle. Ma fille mariée? Oui, elle est mariée. Oui, avec qui? Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argante. Au ciel! Quelle aventure! Mène-nous promptement où elle est. Ah, oui, alors, oui, venez. Suivez-nous, Seigneur Argante, suivez-nous. Voilà une aventure tout à fait surprenante. Si bella tu. Eh bien, Sylvestre, que font nos gens? J'ai deux avis à te donner. L'un, c'est que l'affaire d'Octave est accommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvée la fille du seigneur Géron. Et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables, surtout le seigneur Géron. Les menaces ne m'ont jamais fait mal, et ce sont des nuées qui passent largement au-dessus de nos têtes. Et prends garde à toi, les fils pourraient raccommoder avec les pères, et toi demeurer dans la nasse. Je saurai apaiser leur courroux. Retire-toi les mains. Allons, ma fille, venez chez moi. La joie aurait été parfaite si j'y avais pu voir votre mère avec vous. Ah bah voici Octave, tout à propos. Venez, mon fils.
Venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel a Non, fait... mon père. Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je me dois de lever le voile avec vous et l'on vous a dit mon engagement. Mais tu ne sais pas. Je sais tout ce qu'il faut savoir. Mais je veux te dire que la fille du seigneur Géronte... La fille du seigneur Géronte ne me sera jamais de rien. C'est elle. Non, monsieur, je vous demande bien pardon. Mes résolutions sont prises. Écoutez. Non, toi tais-toi, je ne veux rien savoir. Ta femme. Non, mon père, vous dis-je, je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe. Oui, vous avez beau faire la voilà, vers Célestine, et je ne veux point d'autre femme qu'elle. Mais bien c'est elle qu'on te donne. Non. Oh, mais quel diable de Tourdi qui suit toujours sa pointe. Ah. Oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé. Et nous nous voyons hors de peine. Bon, allons chez moi. Nous serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Ah, mon père. Oui. Je vous demande, par grâce, que je ne sois point séparée de l'aimable personne que vous voyez. Oui, elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera venu de vous. Tu veux que je tienne chez moi une personne qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez mille sottises de moi-même? Monsieur, je vous prie de m'excuser. Je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous et je ne vous connaissais que de réputation. Comment que de réputation? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel. Et je réponds de sa vertu. Ah ben voilà qui est fort bien. Ah, ne voudrait-on point que je mariasse mon fils avec elle, une fille inconnue qui fait le métier de coureuse? Mon père. Ah, Ne vous plaignez point que j'aime une inconnue, sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai rachetée viennent de me prévenir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille, que ce sont eux qui l'ont rachetée, qui l'ont acquis à l'âge de 4 ans, et voici un bracelet qu'ils m'ont donné et qui pourra nous aider à trouver ses parents. Hélas. Et à voir ce bracelet, mais c'est la fille que je perdis à l'âge que vous dites. votre fille? Oui, ça l'est. J'y vois là tous les traits qui m'en peuvent rendre rassuré. Oh ciel, quelle aventure extraordinaire! Ah, monsieur! Il est arrivé au drame extraordinaire! Quoi? Les pauvres scapines! Oh, c'est un coquin que je veux faire entendre! Ah, vous serez à peine de ça! En passant à côté d'un mur, il y a un gros bateau de tailleur de pierre qui lui est tombé sur le crâne et lui a fait ressortir l'os. Oui, et il veut venir vous demander pardon. Mais où est-il? Ici! Messieurs, vous me voyez dans un étrange état. Je n'ai pas voulu mourir avant de demander pardon aux personnes que j'ai le plus offensées. Oui, avant que de rendre mon dernier soupir. Je vous conjure de me pardonner tout ce que je puis vous avoir fait, et principalement vous, Seigneur Argante, vous, Seigneur Géronte. Pour moi, des pardonne. Va, meurs en repos. C'est vous, Seigneur Géronte, que j'ai le plus offensé avec ces coups de bâton que j'ai pu... Ne parlez pas davantage! C'est une témérité bien grande que ces coups de bâton. Laissons cela! C'est un mourant, une douleur incommensurable que ces coups de bâton. C'est malheureux coup de bâton que j'ai pu vous donner! J'oublie tout!
Mais est-ce de bon cœur, vraiment, que vous me pardonnez tous ces coups de bâton que j'ai... Eh oui! Ne parlons plus de parle de tout! Ah, que faire? Oh, me voilà, soulagé après cette parole, monsieur. Oui? Je te parle de tout. À la charge que tu mourras. Comment, monsieur? Je me dédie de ma parole, c'est une écharpe! Me voilà pris de mes colères. Seigneur Géron, allons en faveur de notre joie. Il faut lui pardonner sans condition. Soit. Ah! Allons souper ensemble pour mieux goûter notre plaisir. Et moi, je me mords au bout de la table en attendant que je meure! Jean Gaultier. Léa Zatt. Gérard Balu. Bertrand Braclair. Armand Giordani. Est très heureuse d'avoir joué devant vous ce soir et nous remercions bien évidemment tout d'abord la municipalité des Pays Mirabeau en la personne de Émilie Guillot ici présente. Nous remercions également nos régisseurs de la soirée, Rémi et Florent.
Un grand merci à vous.